votre formation. Ce soir, nous allons voir la responsabilité du chef d'entreprise. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la responsabilité du chef d'entreprise, la différence entre l'entreprise individuelle et la SARL et la SAS, voilà, la protection du patrimoine du chef d'entreprise. Et sachant que, alors c'est vrai que, ne serait-ce qu'il y a un an, l'entrepreneur individuel était bien moins protégé que le chef d'entreprise d'une société parce que seule sa résidence principale était protégée. Monsieur Macron, en arrivant au pouvoir en 2016, a protégé la résidence principale du chef d'entreprise, de tous les chefs d'entreprise, entreprises individuelles comme dans les sociétés, sous réserve qu'il y ait fraude. S'il y a une fraude, c'est le pénal, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le tribunal du commerce qui rentre dans la danse, mais bien le tribunal d'instance parce qu'il y a une fraude. Là, on n'est pas du tout sur le même créneau. On a mené l'entreprise en bon père de famille, l'entreprise à bulle-bouillon, il y a des dettes, la résidence principale du chef d'entreprise est protégée. Alors, la résidence principale, oui, mais pas son contenu. Elle peut être vidée, la résidence principale. Et là, en 2022, en juin 2022, M. Macron a protégé les biens du chef d'entreprise en demandant aux entrepreneurs de déclarer les biens dédiés à l'exploitation de l'entreprise. Au départ, on a créé l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est-à-dire que quand le chef d'entreprise créait une entreprise, il donnait au greffe du tribunal la liste des biens qui sont dédiés à l'entreprise. Et donc, seuls ces biens-là vont être saisissables. Maintenant, depuis le mois de juin 2022, le chef d'entreprise et les anciennes entreprises individuelles, si elles veulent bénéficier du dispositif, vont devoir aller déclarer les biens, le patrimoine dédié à l'entreprise. Et les nouvelles entreprises qui se créent sont obligées de désigner le patrimoine dédié à l'entreprise. Ce qui fait qu'il n'y a que ce patrimoine-là qui peut être saisi. Alors ça, c'est intéressant. Du coup, inutile de s'embêter à aller faire des sociétés SARL, SAS, trouver une tierce personne qui pourrait être éventuellement le gérant, le faire en SASU, le faire en machin, s'obliger de faire une assemblée générale et de tenir la comptabilité. Et puis, voilà. Donc, maintenant, il faut savoir que le patrimoine du chef d'entreprise est protégé. Attention, s'il n'y a pas de fraude. Et il est protégé si le chef d'entreprise n'est pas allé signer un crédit auprès de la banque pour le nom de l'entreprise. Parce que là, la banque va faire signer un document qui s'appelle le cautionnement solidaire. La caution solidaire. Alors, dès lors que le chef d'entreprise va à la banque et signe ce genre de papier, eh bien même la résidence principale n'est plus protégée du tout, parce que le chef d'entreprise a engagé lui-même ses propres biens dans le crédit contracté pour l'entreprise. Et là, il faut être très prudent. Voilà. C'est sensiblement ce que j'avais à dire sur la protection du patrimoine du chef d'entreprise. Maintenant, la responsabilité du chef d'entreprise. Quand est-ce que le chef d'entreprise va être responsable de ce qui arrive à l'entreprise ou pas? Il va être responsable s'il fait une erreur ou un manquement alors qu'on l'a prévenu qu'il faisait une erreur ou un manquement. Et là rentre dans la danse ce qu'on appelle les professionnels du chiffre, notamment l'expert comptable. L'expert comptable a l'obligation de conseil vis-à-vis de son client. Donc lorsque le client dit à l'expert comptable « Ah mais moi je vais distribuer tant de montant du bénéfice », il appartient à l'expert comptable, si d'aventure, imaginons que le chef d'entreprise ait un bénéfice à hauteur de 40 000 euros et qu'il pioche 60 000 euros sur le compte de l'entreprise. Parce que lui, il dit « Ah ben non, mais moi pour vivre, j'ai besoin de 60 000 euros, alors je les prends. » Il y a la trésorerie, je le prends. Et là, le rôle du chef comptable, c'est de lui dire « Ah non, non, monsieur, votre bénéfice est à hauteur de 40 000 euros. Vous ne pouvez pas prendre plus de 40 000 euros.
Sinon, c'est abus de biens sociaux. Et il est obligé de le lui dire, et il vaut mieux qu'il le lui écrive. Parce que si le chef d'entreprise le fait quand même et se fait prendre la main dans le sac, il a appauvri l'entreprise, il ne peut plus payer les fournisseurs vont se plaindre au tribunal, le tribunal va mandater un commissaire aux comptes pour venir voir ce qui se passe, le commissaire aux comptes va trouver qu'il y a eu une distribution de bénéfices qui n'était pas due, et à ce moment-là, il va dire au chef d'entreprise, « Ah, mais oui, mais vous avez distribué du bénéfice que vous ne deviez pas distribuer. » Si le chef d'entreprise n'a pas de preuves, il peut dire, « Ah, mais c'est l'expert comptable, il ne m'a pas dit. » Et là, ça sera la responsabilité du chef de l'expert comptable qui sera engagé. Alors, bien évidemment, hein, il ne va pas se retrouver menottes au poignet en prison. Hein. Donc, s'il y a un défaut de conseil, on appelle ça le défaut de conseil, l'expert comptable est assuré. Il paye une assurance responsabilité civile professionnelle. Et s'il y a des préjudices aux tiers, ça va être ça de l'assurance de l'expert comptable, si on, bien évidemment, si on la sollicite. Hein, il faut faire un recours contre l'expert comptable qui va venir indemniser les personnes victimes qui ont subi un préjudice. Si l'expert comptable peut prouver qu'il a indiqué au chef d'entreprise qu'il ne fallait pas qu'il se distribue les fonds et qu'il fallait qu'il les laisse dans l'entreprise, à ce moment-là, c'est la propre responsabilité du chef d'entreprise. Pour autant, ses biens seront, sa résidence principale va rester protégée, d'accord? Mais on pourra peut-être venir piocher dans le patrimoine exclu parce qu'il a fait une faute. Il a fait une faute, il n'a pas écouté ce que lui a dit l'expert comptable. De l'autre côté, le chef d'entreprise qui veut, l'activité est un peu en perte de vitesse et il va investir dans une nouvelle machine pour produire plus ou pour produire mieux. L'expert comptable peut lui dire l'investissement est peut-être un petit peu dangereux. Seulement, le chef d'entreprise, lui, il croit, il croit que ça va marcher. Il fait l'investissement et ça ne marche pas. Pour autant, sa responsabilité ne sera pas engagée, même si l'expert comptable lui a dit que c'était un peu hasardeux. Parce que c'était pas pour son bien, c'était pas pour ses besoins personnels, c'était pour faire évoluer l'entreprise. C'était un choix commercial, un choix stratégique qui certes aurait pu être bon, mais qui s'est avéré mauvais. Donc là, on ne peut pas dire qu'il est intentionnellement cherché à nuire à l'entreprise ou chercher à détourner la réglementation en sa faveur. Ça, c'est la responsabilité du chef d'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai bien décrit la situation. On va parler de la responsabilité des professions du chiffre, puisqu'on est sur la question des responsabilités. On a la responsabilité de l'expert comptable. Sa responsabilité à lui, c'est le devoir de conseil. Déjà, il doit conseiller son client. Et en plus, mais comme c'est lui qui réalise les états financiers, eh bien, il est de sa responsabilité que les résultats financiers correspondent à la réalité. Alors, il peut essayer de mettre un bémol par rapport à ce que les documents, par rapport aux documents que l'entreprise m'a fournis. Oui, bien évidemment. C'est au départ, si le chef d'entreprise fait défaut, peut-être quand je dis défaut, pas défaut en un mot, défaut, F-A-U-X, il n'appartient pas forcément à l'expert comptable d'identifier que les documents soient faux ou pas. Mais par contre, il ne peut pas juste passer des écritures comme ça sans éléments probants. Il est obligé de demander les éléments probants à son client. Voilà, donc l'engagement de l'expert comptable, il est limité dans l'action à ce que il est soumis aux documents qu'on lui fournit. Mais par contre, quand il enregistre les documents et que ces documents vont à l'encontre de la réglementation ou qui sont carrément frauduleux, il ne peut pas dire qu'il ne les a pas vus.
lorsqu'il y a des échanges de fonds qui se font en provenance de sociétés offshore, l'expert comptable ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Hein. Quand on a un virement de fonds sur le compte bancaire en provenance de Panama, l'expert comptable peut difficilement dire qu'il n'a pas vu le truc. Donc à partir de là, il va être normalement, l'expert comptable est tenu de signaler ses doutes auprès du TRACFIN. Et le TRACFIN mènera l'enquête. Sauf qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui ont dit, ben nous, on ne va pas le faire, on se retrouve entre le marteau et l'enclume, et à juste titre, puisque s'ils se mettaient à dénoncer leurs clients, ils n'auraient plus leur monde. La différence entre l'expert comptable qui est, on va dire, l'exécutant, hein, la personne qui va émettre les documents des états financiers, pardon. Donc, c'est lui qui va émettre les états financiers. Le commissaire aux comptes, lui, va les contrôler. Il va contrôler les états financiers, il va contrôler le fonctionnement de l'entreprise, il va se balader, un petit peu fourrer son nez. Quel est son rôle? Il est le rôle du censeur. Il est là pour s'assurer que l'entreprise respecte bien tous les tiers. Donc, tous les tiers, ça veut dire les clients, les fournisseurs, les associés, mais également la banque, l'État et l'environnement. Ça vient d'être rajouté à son arc. Une entreprise qui ne respecte pas la réglementation en termes d'environnement, de pollution environnementale, eh bien, le commissaire aux comptes, normalement, est tenu de dénoncer. Si le commissaire aux comptes constate une irrégularité, alors, effectivement, hein, on dit qu'il a le devoir de dénoncer au parquet. Mais avant d'en arriver à la dénonciation au parquet, il y a des étapes. Et ces étapes, c'est la première fois, il vient voir le chef d'entreprise et il lui dit « Non, mais là, dans votre entreprise, il y a ça et ça qui ne vont pas. Il faut changer. Ça ne va pas. Vous ne pouvez pas le faire comme ça. La loi, c'est de le faire comme ça. » Bon. Si le chef d'entreprise écoute le commissaire aux comptes et fait ce qu'on lui demande, fin de l'histoire. Si par contre il ne le fait pas, à ce moment, le commissaire aux comptes va demander qu'on réunisse une assemblée générale extraordinaire. Alors bien évidemment, c'est toujours dans des sociétés qu'on se retrouve face à ça. Hein. L'entreprise individuelle, elle est moins sujette à ça. Donc le commissaire aux comptes va réunir l'assemblée générale et pour prévenir les actionnaires ou les associés qu'il y a tel type de problème, que la solution c'est ça, et donc il va demander à l'assemblée générale de statuer en sa faveur. Si l'assemblée générale oblige le gérant, le chef d'entreprise, à obtempérer, il obtempère, fin de l'histoire. Si l'assemblée générale ne bouge pas, à ce moment-là, l'expert comptable va être, le commissaire aux comptes sera dans l'obligation de dénoncer au parquet l'irrégularité. Il peut être même amené à démissionner, selon la gravité de la situation. Alors, pour vous donner un exemple, on va parler des comptes offshore. Donc, le compte offshore, il y a des virements qui viennent de Panama et on n'a pas d'éléments probants en face. Les factures qui sont présentées au commissaire aux comptes ne lui conviennent pas, il trouve que c'est bricolé et tout. Il dit non, il me faut des factures, des vraies factures. Voilà. C'est quoi? C'est des containers qui sont partis. Vous avez envoyé quoi? Du sable? Bon, ben, moi, je veux la traçabilité du produit qui est parti à Panama. C'est possible, hein, il y a des entreprises qui commercent avec Panama. Il n'y a pas de problème. Seulement, il faut qu'il y ait la traçabilité. Et donc, il va demander le bon de commande, le bon de livraison, le bon de réception, le bon de transport. Il va demander tous les éléments probants qui vont corroborer le fait que la transaction était bien réelle. Parce que sinon, c'est du blanchiment d'argent.
Et donc, s'il n'obtient pas ces documents-là, effectivement, boum, 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 machin, l'Assemblée générale, pouf, le parquet. Là où le commissaire aux comptes peut se soustraire à ses obligations, c'est si le montant en question ne dépasse pas le seuil de signification. C'est le mot échappé. Le seuil de signification. Quel est le seuil de signification? C'est le seuil en dessous duquel le commissaire aux comptes ne regarde pas les montants. Parce qu'il ne peut pas tout contrôler. Les petits montants, les pièces à 3 francs 6 sous, il ne va pas tout contrôler. Donc, il va prendre le chiffre d'affaires et il va considérer que le seuil de signification est à entre 2% et 5% du chiffre d'affaires. Donc, si l'entreprise a... Là, on a des entreprises qui peuvent avoir jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, on a 10 millions de chiffre d'affaires. Même si on ne prend que 2%, eh bien, ça fait quand même un seuil de signification à 200 000 euros. Si je prends 10 millions fois 0,2, 0,02, c'est ça, hein, 200 000 euros. Donc, tous les montants en dessous de 200 000 euros, ben, il ne le regarde pas. Donc, il ne peut pas voir. Donc, si après, il y a quelque chose qui apparaît, le comptable qui piochait dans la caisse, ben, s'il piochait que 50 000 euros par an, eh bien, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, donc le commissaire aux comptes peut dire « Ah, je n'ai pas vu ». Par contre, pour pouvoir se disculper si on l'incrimine, il va devoir montrer qu'il a diligenté. Mais si dans sa lettre de mission, il y a marqué « Seuil de signification 200 000 euros », il est tranquille. Il n'est pas embêté. Alors, pourquoi est-ce qu'on atteint ces montants-là? Parce que pour avoir l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes, les barèmes ont changé il n'y a pas très très longtemps. Si je me souviens bien, c'est 10 millions de chiffre d'affaires, 10 millions ou 8 millions, je ne sais plus. 10 millions de chiffre d'affaires, 3 millions de total bilan et 50 salariés. Si l'entreprise dépasse 2 des 3 seuils, elle se retrouve obligée d'avoir un commissaire aux comptes. Voilà. J'ai terminé pour ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'interroger, à m'envoyer des messages, à me poser vos questions. J'y répondrai. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Au revoir.